Bonjour à tous. J'ai fait croire que c'était pour la scénographie, alors que c'est juste pour m'asseoir un peu. Mon travail porte essentiellement sur les Mursi, qui est une population pastorale qui vit dans le sud de l'Éthiopie, à côté du Soudan. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais vous parler de sculpture africaine. Néanmoins, mon travail en Éthiopie m'a appris une chose, c'est qu'il faut écouter les artistes. Tout simplement parce que ces gens, au quotidien, manipulent un nombre assez conséquent de choses esthétiques. Ça veut dire des ornements, des peintures, des bijoux. Ça veut dire des poèmes, ça veut dire des déclinaisons poétiques de noms. Ils ne cessent au quotidien d'interagir en usant ces choses qui appartiennent, on va dire ça généralement, à l'esthétique. Du coup, pour comprendre un peu la vie sociale de ces gens, des choses très concrètes et très grosses, l'organisation sociale, le système politique et d'autres choses encore, j'ai été obligé de comprendre les pratiques artistiques. J'ai été obligé de comprendre ce que faisaient les artistes. Donc globalement, j'ai pris au sérieux ce que les artistes faisaient et ce que les artistes me disaient. Et j'ai gardé cette habitude. Donc quand mon frère m'appelle, mon frère, il est artiste en fait, il est sculpteur. Il est artiste, ça veut dire qu'il a le droit d'être en retard, qu'il a le droit d'être tête en l'air, on ne lui en veut pas. Mais du coup, quand il m'appelle, moi, je me dois de l'écouter. Donc il m'appelle et il me dit en gros, écoute Jean-Bas, j'ai vu un truc sur une sculpture, c'est énorme. Je lui fais, ouais, mais c'est quoi ta sculpture? Il me dit, c'est une sculpture africaine. Je fais, quand même, l'Afrique, c'est grand, t'as pas un peu plus précis comme... Il me dit, non, ça c'est ton boulot, mais il faut que je te montre, viens quoi. Donc il était de passage à Paris. Et on s'est retrouvés donc ici au musée du Quai Branly pour qu'il me montre ce qu'il avait à me montrer, qui selon lui était énorme. Et donc on s'est retrouvés donc sur le plateau des collections. Et puis je le voyais, lui, qui tournait autour des piédestals et des petites cages de verre dans lesquelles la plupart des statues sont. Et au lieu de regarder là sur le mode contemplatif, il était autour et il s'agitait et il cherchait des choses. Je dis quand même, bon. Et puis, sur certaines sculptures, il disait non, là ça marche pas, sur d'autres, il disait là ça marche et tout. Et à un moment, il me dit viens, viens. Et du coup, il me dit approche-toi, approche-toi, elle, ça marche bien. Il me dit approche-toi, lève-toi, regarde un peu mieux. Et puis là, effectivement, j'ai vu un truc assez énorme. Et surtout, à un moment donné, il me dit tu as vu les pieds? Je fais ouais. Il me dit ils sont petits? Je fais ouais, ils sont petits. Il me dit non, ils sont loin. Et là, du coup, j'ai vu exactement ce qu'il voulait me dire. Et ce qu'il voulait me dire, c'est tout simplement que la statuaire africaine, si on la regarde d'une certaine façon, elle peut être tout à fait réaliste, elle peut avoir une proposition visuelle tout à fait réaliste, contrairement, a priori, à ce que les proportions de départ qui se donnent à voir nous montrent. Donc je vais essayer de vous faire part de cette petite expérience, et donc de cette thèse, la statuaire africaine peut être réaliste, tout en sachant que c'est encore qu'une hypothèse de travail et que donc le terrain reste à faire. Donc cette statuaire-là, qui se situe sur le plateau des collections à côté de la grande salle avec les masques Dogon, c'est une statue Mindé du Sierra Leone, et j'oriente ça comme si c'était une télé. Là, on a fait, avec un collègue de mon frère, une petite modélisation en 3D en fait, de cette photo, de cette pièce. Et effectivement, quand on la regarde sur plusieurs faces, on voit qu'il y a ce que nous, on appellerait des disproportions. Et que, en tout cas, si on la comparait à des statues de la Renaissance ou à des statues classiques, on dirait que c'est quand même vachement moins réaliste que ce qu'on a fait, nous, en Occident. On le voit, la taille des pieds est minuscule, les tibias comparés à la taille des fémurs ne sont pas du tout réalistes selon notre point de vue, le buste est démesurément long, les bras aussi, le coude n'est pas à l'insertion, n'est pas donc à la moitié du membre. Il faut juste mettre de côté un peu ce coude démesurément long, qui est une convention stylistique appartenant à la symbolique des Mindé, mais si on regarde le reste, jusqu'à ce crâne qui est extrêmement bombé et prolongé, qui nous fait penser davantage à des mangas. Akira, en fait, c'est plus proche de ce qu'on voit ça. Et puis, en adoptant un point de vue un peu surplombant, si on se concentre sur le corps, on voit que déjà une partie de ce que nous, on interprète comme étant des disproportions se réduisent beaucoup. Et on voit déjà un corps qui correspond beaucoup plus à un certain type de réalisme. Les pieds tout petits, si effectivement on se force à les voir comme étant loin, ça marche un peu mieux. Alors évidemment, l'expérimentation réelle face à une pièce
ne peut pas être complètement transposable avec des photos dans un théâtre, mais c'est un peu l'idée générale que je vais essayer de vous montrer tout au long. Un autre petit point de vue, si on garde en tête bien les disproportions flagrantes et vues sur les premières images, là, elles tendent à s'atténuer beaucoup. Même le visage est beaucoup plus doux, il est moins hypercéphalique que sur la première. Et si vraiment on se concentre sur le corps, on voit que ce buste démesurément long devient une gêne un peu moindre et que les pieds, effectivement, renforcent une idée d'éloignement et tendent on est moins choqué par leur petite taille, en fait. Du coup, j'ai dit que c'est réaliste, mais ce n'est pas forcément réaliste à la manière que nous, on a de sculpter, ou qu'on a eu en Occident. Ce qu'une partie de la statuaire africaine tend à produire comme image que j'appelle réaliste, c'est un réalisme de proximité qui n'a pas du tout peur de faire ce qu'en photo on appellerait un effet grand angle, comme dans cette image-là. Ce n'est pas du tout le réalisme d'un corps vu de très loin, c'est vraiment un réalisme, une vision de proximité, où le regard se porte sur la tête. Du coup, quand on rapporte les proportions à l'image réelle que l'on voit, on s'aperçoit, notamment sur l'image de gauche, qui est une photo, que la tête est, disons, 3, voire 4 fois plus grosse que les pieds, alors qu'on sait très bien que la taille naturelle de la tête et des pieds, c'est d'avoir à peu près la même taille. Mais avec un certain point de vue de proximité, c'est tout simplement que dans le champ visuel que l'on a, la tête occupe une place beaucoup plus grande. Faites l'expérience en vous tournant vers la personne qui a à côté. Il ne faut pas l'embrasser quand même. On va voir que la tête va occuper un champ visuel beaucoup plus grand et que les pieds en bas vont être vraiment tout petits. D'une certaine façon, là c'est une statue Baoulé, l'image, le type de réalisme, c'est tout simplement une vision de proximité qui crée une profondeur. Donc ce n'est pas une image en soi détachée, vue à distance, c'est vraiment une image de proximité qui crée sa propre perspective et qui crée sa profondeur. Mais créer sa profondeur, ça a un coût en fait. Ça a un prix en fait. C'est que optimiser une face, ça crée des problèmes sur d'autres faces en fait. Comment on crée la profondeur, on crée la perspective en Occident, par exemple en dessin, donc sur un support bidimensionnel, tout simplement en faisant, au-delà des effets de lumière, en employant la technique dite des raccourcis. Les raccourcis, c'est quoi? C'est par exemple, prenez la taille du fémur, sur le dessin là, elle est beaucoup plus petite que la taille de cet os-là qui part de l'épaule jusqu'au coude. On sait bien qu'en taille naturelle, notre savoir encyclopédique sait que le fémur est l'os le plus long, et du coup, le fait de le représenter beaucoup plus petit crée, sur un support bidimensionnel, une impression de profondeur. Ça, c'est la technique simple du raccourci. Si vous voyez mon bras qui se plie, ce segment-là va être beaucoup plus long que celui-ci, selon votre angle de vue. Le problème étant que sur un support tridimensionnel, l'optimisation d'une face et l'usage de cette technique des raccourcis, donc il va tendre à raccourcir certains segments, en allonger d'autres, de sorte que dans un seul point de vue, on a une impression d'éloignement, une impression de perspective, de profondeur, fait que dès lors qu'on va sortir de ce point de vue, ces disproportions, on va les voir. Parce que le dessin, on ne peut pas. Le dessin, on se déplace, on a toujours cette impression de profondeur. Sur un support en 3 dimensions, il y a une vue qui est optimisée. Dès qu'on en sort, on voit apparaître ce qu'on peut considérer légitimement comme des disproportions, et ce qui peuvent être interprétés tout simplement comme des conséquences collatérales de l'optimisation d'une face qui cherche à créer de la profondeur. J'espère vous convaincre avec l'exemple suivant, qui est une pièce, c'est pas tout à fait la même, si peut-être, je ne sais pas. Non. Non, bah non, il y en a un c'est une femme, l'autre non, ouais, déjà, bon. Ça c'est une petite figurine qui est au-dessus d'un reliquaire Fang. Et une fois de plus, quand on regarde là les proportions, ça n'a rien à voir. Si je me mets à côté, on voit qu'il y a un petit souci en termes de réalisme selon un certain point de vue. On ne peut pas tout à fait dire qu'elle est réaliste, qu'elle représente un corps. Si on a une vue de profil, on voit aussi qu'il y a toujours les mêmes jeux, par exemple là, de raccourci du fémur, d'allongement du tibia, des tout petits pieds, un buste extrêmement long, des avant-bras courts, des bras longs,
un front démesurément gros, une mâchoire toute petite. Et là, on a fait une petite animation en 3 dimensions pour que vous puissiez, autant que possible, même si c'est irréductible à l'expérience réelle devant une pièce, faire l'expérience de l'adoption de ce point de vue. Donc ça, c'est pour vous montrer le petit rapport entre, dès qu'on la passe en 3D, c'est encore en cours d'élaboration, et en fait, ça donne ça. Là, on voit bien les disproportions, qui sont flagrantes et très claires. Et là, du coup, elle s'amenuise beaucoup, et on a l'impression que c'est déjà un personnage beaucoup plus réaliste, au point que même les traits du visage apparaissent. Alors qu'au début, on avait vraiment l'impression d'un visage extrêmement stylisé, peut-être qui porte un masque, mais qui en tout cas paraît déjà beaucoup moins humain que ce qu'on peut voir là. Alors, je vais peut-être vous le repasser une seconde fois. Et une fois de plus, on voit que ce qui ressort de ça, c'est une vue donc assez réaliste avec une impression de profondeur. Ça, c'est l'hypothèse de travail. C'est ce qui nous semblait assez facile à voir en fait quand on est face à certaines pièces. Le problème, c'est que on s'est demandé avec mon frère aussi, mais bon, est-ce que c'est le seul à l'avoir vu? Est-ce que du coup, moi, je suis le second à l'avoir vu? Du coup, est-ce qu'on ne se fait pas des films? On a l'impression, devant des pièces, que l'adoption d'un point de vue crée une autre image qui n'est pas du tout sur le même ordre que quand on ne l'a pas. Et du coup, est-ce qu'on n'invente pas, en fait? Est-ce qu'on ne surinterprète pas? Donc, on s'est naturellement plongé dans la littérature un petit peu, et on a d'abord vu qu'il y avait d'autres artistes qui avaient plus ou moins déjà vu ça. Par exemple, Giacometti, qui déjà avait repéré ce genre un peu de technique chez Cézanne, et qui finit, de même, les nègres, c'est son langage, c'est son époque. Hein. Quand ils font les têtes énormes et des pieds tout petits, ou bien les sculpteurs de Nouvelle-Guinée qui, encore une fois, mettent en valeur ce qu'ils ont vu et non ce qu'ils savent de l'homme. Rien n'est plus arbitraire que le canon grec. Je vous regarde, vous me parlez. Votre tête est pour moi bien plus importante que vos jambes. C'est elle qui compte. C'est elle qui, si je veux vous reproduire comme je vous vois, doit occuper l'essentiel de ma sculpture. Donc Giacometti, il n'est pas allé beaucoup plus loin. L'art nègre, comme on l'appelait à l'époque, ne l'intéressait guère, mais on voit qu'au cours de ses entretiens et dans ses écrits, revient régulièrement ce type de considération sur ce type d'art que lui-même a mis en pratique. Puis quand on va après, plus avant dans la littérature africaniste, on trouve aussi qu'il y a d'abord des sculpteurs eux-mêmes, comme par exemple un sculpteur Lobi, cité par Julien Bosc. À quoi donc peut-on reconnaître qu'une statuette est belle? Et il me répondit, il faut qu'elle ressemble à un homme, que les membres soient bien sculptés et que la tête surtout soit ressemblante. Après m'avoir dit que la beauté d'une statuette dépend de l'équilibre général de ses formes, il eut cette phrase, un sculpteur donc, une statuette est belle quand elle ressemble à ce point à un homme que j'aurais envie de le connaître. Donc il y a eux-mêmes des statuaires africains, donc, des sculpteurs africains donc, qui disent rechercher cette ressemblance. D'un côté, qui la constatent dans des pièces et qui disent la rechercher. Du coup, ça peut nous mettre sur la piste qu'il se passe peut-être quelque chose, que c'est à nous de trouver, et que ce n'est pas forcément un avis, que c'est à nous d'invalider, selon nos critères. Et puis quand on parcourt encore la littérature, on voit que souvent, la question de la ressemblance, et y compris de la ressemblance avec les statues, revient, comme par exemple chez les Baoulés, une citation de Guéry, « Les figurines, tout en présentant des génies de brousse affreux, n'en sont pas moins extrêmement belles, car dit-on, si un enfant naît dans la famille, il ressemblera à la statue. » Du coup, quand une personne dit ça, on a du mal à dire « mais non, mais pas du tout, tu vois bien que non. » Non, c'est à nous en fait d'essayer de trouver la manière de regarder la statue qui va faire qu'elle ressemblera à la personne. On ne peut pas non plus, nous, venir valider ou invalider leurs propositions. En tout cas, il faut se poser quelques questions avant. Et puis en allant encore un petit peu plus loin, on se rend compte que, et en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, il y a souvent, comme dans cette situation-là, un même terme ou un dérivé qui peut désigner à la fois l'image, qu'elle soit photographique, peinte, modelée ou sculptée. Des fois même, c'est le même terme qui désigne les reflets. Donc c'est pas rien quand même, c'est pas juste une stricte coïncidence que des gens appellent le reflet, l'image, la photo, et l'image représentée par la statue par le même nom.
c'est que déjà, il y a non seulement une constatation de ressemblance, et en plus une mise en lien linguistique. Plus encore, chez les Fang, cités par Bonhomme, esprit et miroir se disent là aussi avec le même terme. Mais que d'une manière générale, l'esprit est pensé d'après le modèle optique. Donc ça fait quand même beaucoup. Et la littérature est parsemée de petites choses-là qui ne sont pas encore en tant que preuve, il faut encore faire un travail plus approfondi, mais qui déjà nous donnent des bonnes pistes comme quoi, d'une part, la ressemblance, c'est quelque chose qui travaille ces sociétés, et d'autre part, que ces histoires de point de vue ne sont pas complètement inventées par mon frère et moi donc. Et la dernière citation est intéressante, l'avant-dernière aussi, parce qu'il y a cette notion de miroir. Et cette notion de miroir, plutôt l'usage des miroirs dans certains types de sculptures, peut encore aller dans le sens d'une confirmation de l'hypothèse de départ. Quand on va par exemple voir ce qui se passe dans le Bwete Misoko, qui a une tradition donc au Cameroun, on voit qu'il y a certaines figurines, soit anthropomorphes, soit pas du tout anthropomorphes, qui sont un pot avec souvent des sédimentations ou mais qui en tout cas, et qui présentent ces miroirs. Et en contexte initiatique, l'enjeu est soit pour l'initié, soit dans certains cas de sorcellerie, d'aller chercher dans le miroir des traits du visage qui lui ressemblent, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc évidemment, à cette identité donnée très facilement, on va brouiller un peu les pistes en consommant de la drogue, une drogue traditionnelle, et en étant éclairé à l'aide de bougies, donc avec une lumière un peu vibrante et pas très bonne. Et du coup, dans cette ressemblance qui est donnée très facilement par le miroir, on va essayer de chercher des ressemblances, des dérivés. Par exemple, la figure d'un ancêtre, figure tutélaire d'un ancêtre, éventuellement pour l'accuser de sorcellerie, une personne qui nous ressemble, un parent, un oncle, un cousin. Et en fait, ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que dans les traditions où on retire le miroir, on peut tout à fait faire l'hypothèse, s'il n'y a pas le miroir, c'est à la statue elle-même, à la forme anthropomorphique, d'assumer la fonction de ressemblance. Et il y a un parallèle assez fort entre l'usage d'un miroir qui ne donne une fonction de ressemblance qu'en face à face. Dès qu'on quitte cette relation duale avec le miroir, on ne voit plus l'image ressemblante. De même, avec cette notion de point de vue et d'image en profondeur donnée par ces statuaires-là, dès que l'on quitte ce point de vue, on ne voit plus la ressemblance, on ne voit que des disproportions. Et puis en allant encore un peu plus avant dans le miroir, on se dit, bon, il y a une histoire de point de vue qui est peut-être aussi très importante, pas seulement de ressemblance, mais de point de vue. Du coup, on pourrait se dire, il y aurait peut-être des statues qui seraient construites selon d'autres modèles de point de vue. Peut-être qu'une statue peut assumer plusieurs points de vue à la fois, et qu'en contexte rituel, on va voir différents usages, et selon la séquence du rituel dans laquelle on se trouve, c'est un point de vue qui va être privilégié comparé à un autre. Et par exemple, toujours dans la même tradition dont je parlais, il y a une manière de trouver le sorcier qui est donc responsable d'un malheur, où une personne va se trouver face à un miroir comme ça. Et soit elle va chercher dans les traits des visages des gens qui passent derrière lui, soit dans d'autres types de rituels, il peut chercher dans les traits de son visage, avec les mêmes conditions de lumière à la bougie, de consommation de drogue, pour créer des petites dissonances entre une image donnée trop facilement. Mais du coup, là, l'image qui est donnée, le point de vue du miroir, c'est plus du tout un miroir en plongée, comme on peut avoir en contexte rituel avec les petites figurines qui sont à nos pieds. C'est une image en contre-plongée. Du coup, qu'est-ce qui occupe le maximum de place dans le champ visuel quand on adopte ce point de vue? C'est d'abord mes mains. Et on voit beaucoup plus la mâchoire que le front. Et on voit beaucoup plus les narines. Et du coup, ça permet de produire d'autres types de sculptures qui assument d'autres types de points de vue. Et on pourrait tout à fait faire l'hypothèse, par exemple, de ces sculptures-là qui sont des sculptures Chokwe d'Angola, que la sculpture de gauche et la sculpture de droite ne sont pas une sculpture anthropomorphe versus une sculpture zoomorphe qui répondrait à deux types d'êtres ontologiquement différents, répondant eux-mêmes à deux ontologies, à deux mythologies. Non, ça peut être éventuellement la même personne selon deux types de points de vue. Et du coup, cette sculpture-là réfère à un contexte rituel, donc réfère plutôt à une qualité, une appréciation qu'on peut avoir sur une personne, qui est peut-être la même, mais pas du tout sur la distinction entre deux êtres.
Là, on le voit clairement sur cette photo que la même personne, prise d'un point de vue toujours de proximité, en plongée ou contre-plongée, rappelle vraiment les proportions que l'on trouve dans certaines statues. Cette hypothèse, je précise, c'est encore une hypothèse qui demande à être travaillée, a un gros avantage déontologique comparé à l'hypothèse de dire que ces statues-là, comme Picasso, mais comme plein d'autres, c'est l'expression de l'inconscient, c'est l'expression d'une intériorité non maîtrisée par l'académie, blablabla. On peut aussi tout simplement dire non, elles sont réalistes. Ce réalisme a certaines conditions qui ont des fonctions dans des contextes rituels. Parce que la littérature est parsemée, de la part des sculpteurs et de la part des utilisateurs, d'envie et de recherche de ressemblance, de recherche de réalisme, et ne pas accepter au moins l'idée, accepter au moins l'hypothèse qu'elles peuvent être réalistes, c'est dénier à ces gens des capacités d'observation, des capacités de représentation, et aussi des capacités de jugement sur eux-mêmes. Quand quelqu'un dit cet enfant va ressembler à la sculpture, si nous on dit non, c'est qu'on est quand même en train de dire qu'il n'est pas capable lui-même de juger ses propres productions. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup pour ces gens-là qui sont quand même capables de faire des très belles pièces. Merci. Bonjour. Vous avez dit donc que les artistes africains représentent les hommes comme ce qu'ils voient, alors que les artistes plutôt européens représentent ce qu'ils savent de l'homme et ce qu'ils savent du savoir encyclopédique. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous avez regardé, par exemple, dans les anciennes cultures européennes, très anciennes, s'il y avait cette même représentation de ce qu'on voyait et pas de ce qu'on savait? Par exemple, quand on n'avait pas encore de vrai savoir encyclopédique posé dans une imprimerie, tout ça. Ou si ça se retrouvait aussi dans des cultures asiatiques ou océaniques, dans d'autres cultures que la culture africaine. Alors, la formule « les Africains représentent ce qu'ils voient, les Européens ce qu'ils savent de l'homme », ça c'est une formule un peu choc. Hein. En pratique, c'est évidemment plus subtil et plus compliqué que ça. Là, cette proposition sur la ressemblance, sur ce que l'on voit, ça se retrouve plus ou moins de l'extrême Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale. Toute la statuaire africaine ne repose pas sur cette condition-là, mais ça se retrouve quand même de manière suffisamment fréquente, dans suffisamment de traditions pour se dire qu'il se passe quelque chose d'important. Et ce qu'ils voient, c'est un point de vue de proximité qu'ils essaient de rendre en sculpture. Après, quand je dis la sculpture occidentale représente ce que l'on sait de l'homme, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on voit déjà que les conditions d'observation depuis la Grèce antique, où il y avait déjà un académisme très fort, où il y avait par exemple une proportion figée entre la taille de la tête et le corps, où c'était 1/7 le corps. Il y a une tradition où c'est 1/8, une période, et quand on voit au Louvre, on arrive très bien à voir à quelle tradition grecque ces sculptures appartiennent, tout simplement à la taille relative de la tête. Et puis après, avec Vitruve, avec les lois de l'Académie qui ont été mises, en gros, il fallait observer un modèle sur un piédestal dont la base était à hauteur du buste d'homme et la taille du modèle devait être reportée 3,5 fois sur le sol. Et ça, c'était la bonne distance. Évidemment, le sculpteur représente ce qu'il voit, mais il a créé les conditions de regard pour avoir un point de vue, en fait, pour pouvoir avoir tous les points de vue de sorte qu'il n'en ait plus. Parce qu'il y a aussi la tradition donc, de la statuaire en rond de bosse, autour de laquelle on tourne en fait. Et du coup, en se mettant loin, il pouvait tourner autour sans être sujet justement à ces effets de perspective et de déformation qu'on va voir sur les... Donc c'est pas tellement qu'on ne représente absolument pas ce qu'on voit, mais c'est qu'on crée les conditions de regard pour que ce qu'on voit et ce qu'on sait coïncident en fait. Là, demandons à un baoulé, est-ce que les pieds sont beaucoup plus petits que la tête? Il va vous dire non. Mais par contre, une certaine condition de regard produisant une image ressemblante produit des pieds beaucoup plus petites que la tête. Donc c'est guère plus que ça. Après, il y a quand même d'autres études, notamment une de François Julien, qui a montré très bien que
toute notre focalisation sur l'idée de représenter le nu était une manière de rechercher, comme il appelle ça, une essence de l'être. En essayant de représenter le corps nu, on arrive avec le moyen paradoxal de passer par l'intimité la plus singulière pour représenter quelque chose de l'essence de l'être. Donc il y a tout un tas de réflexions qui tentent à montrer qu'effectivement, on est dans beaucoup des sculptures de la Renaissance, on est moins dans une tradition pour le coup de portrait que dans une représentation du corps en soi, en fait. Là, en fait, non seulement il y a une volonté de ressemblance, mais souvent, en contexte rituel, ces statues sont commandées à des sculpteurs suite à des actes de sorcellerie ou pour pratiquer la divination. Et du coup, le sculpteur va s'intéresser au visage qu'avaient les ancêtres de la personne qui fait la commande, et donc va essayer de créer ce visage un peu composite qui ressemble au commanditaire de la pièce et éventuellement à certains de ses ancêtres. Donc en plus d'avoir des sculptures ressemblantes, on a en plus une tradition de portrait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je voulais confirmer votre hypothèse par une observation que vous pourrez faire à la basilique de Yamoussoukro, justement en terre baoulée, sur les statuaires en bois, notamment la représentation de la Vierge avec son enfant. Selon la distance où vous vous situez pour l'observer, vous la verrez ou sourire ou bien avoir un visage beaucoup plus triste. Merci de l'info. Juste pour finir, on a quand même sur ces histoires de est-ce qu'on a eu, nous, des traditions où on ne représentait que ce qu'on voyait. En tout cas, on a eu des traditions qui utilisent des disproportions. Par exemple, dans l'art roman, soit sur les frontons des églises et aussi sur des statuaires, souvent on grossissait la tête. On grossissait la tête, qui faisait que la tête faisait un quart, voire un tiers du corps. Mais ça, c'était toujours avec un respect des articulations médianes dans les membres. Donc on ne bougeait pas tellement les proportions respectives, on bougeait surtout la taille de la tête. La tête servant souvent à identifier le sein en question, donc c'était avant tout pour un gain de lisibilité, mais pas du tout pour que la statue en elle-même crée sa profondeur, parce que souvent ces statues étaient représentées très loin. Une des particularités de la statue africaine, c'est qu'en contexte rituel, elle est utilisée là, en fait. Donc on a dès le départ le point de vue proximal, et que ce sont des figurines qui ne sont jamais très hautes, et qu'elle doit elle-même créer son propre type de profondeur. Parce qu'on a l'inverse, la tradition gothique utilise beaucoup, au contraire, les allongements, toujours en respectant les proportions, et notamment les articulations médianes des jambes et des bras. Et en fait, c'était des allongements très longs, ou parfois des coups qui ressortaient, de sorte que quand on se situait au pied des églises et qu'on voyait ces statues-là très haut et qu'on avait un dégagement très faible, qu'on n'ait pas une impression d'écrasement en fait. Et on allongeait exagérément ces statues pour récupérer un peu de finesse alors qu'on les voyait dans des conditions de regard qui tendaient à écraser la forme. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez dit au début de votre discussion qu'il fallait écouter les artistes. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus dans le micro ? Là, vous m'entendez mieux ? Oui, vous avez parlé d'écoute et qu'il fallait écouter les artistes. Et j'aurais voulu savoir ce qu'en disent les artistes africains. Donc est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec eux et quel est leur regard sur votre thèse ? Alors c'est justement ça le problème, c'est que moi je travaille pour le moment en Afrique de l'Est, et c'est encore une hypothèse de travail. Et en Afrique de l'Est, tous les gens sont potentiellement des artistes, là où je travaille, parce que hommes, femmes, enfants pratiquent les choses que j'ai nommées esthétiques, mais ils n'ont aucun artefact. Globalement, c'est leur corps et leur performance qui est la source artistique. En allant dans la littérature, on est confronté à deux choses. La première chose, par exemple dans le cas des Fang, c'est que c'est des historiens de l'art pendant très longtemps qui ont occupé ce champ, et qu'une grosse partie de ces traditions n'existe plus. Donc on n'a plus que les objets, documentés par des historiens de l'art qui étaient beaucoup plus intéressés par des histoires de style
que vraiment par les histoires de contexte et par les producteurs. Et puis la tradition muséale pendant très longtemps a nié la présence des artistes. Justement, le fait de nier la présence des artistes faisait entrer ces pièces-là dans la production universelle en fait des personnes. Justement, elles devenaient beaucoup plus anthropologiques si on niait un peu l'origine singulière. Et c'est vrai que quand on va dans la littérature, les données manquent. Donc quand je disais que c'était une hypothèse de travail, un terrain à venir, c'est que depuis 10-15 ans, il y a une poussée des études sur la culture matérielle en anthropologie, où notamment on s'attache beaucoup à décrire les chaînes opératoires de la construction de plein de choses, et dans le cas des sculpteurs, c'est assez peu fait. Il y a vraiment cet article de Julien Bosque que je citais, où il a vraiment discuté, interrogé, et regardé le travail des sculpteurs lobby, mais globalement, c'est un travail qui reste à faire encore, qui reste beaucoup à faire, parce que pendant longtemps, tout simplement, on a un peu nié les artistes, et les anthropologues se sont intéressés à beaucoup de choses, et beaucoup moins à ce thème-là. Donc, pour le moment, les artistes que j'ai écoutés, c'est mon frère, j'ai lu Giacometti, j'ai lu 3 trucs, mais il faut y aller, quoi. Voilà. Merci. Bon, j'y vais. Hein.